Bienvenue sur Balance ton fleu, le podcast qui vous fait découvrir la pluralité du monde du français langue étrangère. Nous sommes Lisa et Zoé, toutes les deux formatrices en FLE et actuellement basées en Allemagne. Dans ce podcast, nous vous invitons à découvrir les différentes facettes du FLE, car c'est un domaine où l'on a toutes et tous un parcours singulier qui vaut la peine d'être partagé. Il s'agit aussi d'un domaine éminemment politique, à la croisée de plusieurs disciplines telles que la sociolinguistique et la didactique. C'est pourquoi nous aborderons ces questions passionnantes sous différents formats, portraits, témoignages ou encore débats. Par ailleurs, si vous souhaitez partager votre expérience avec nous, vous pouvez nous contacter à bonjour@balancetonfleu.fr. Nous nous ferons un plaisir de vous lire et peut-être même de vous inviter à partager un moment audio avec nous. Que vous soyez étudiant ou enseignant, curieux ou passionné, rejoignez-nous dans cette belle aventure linguistique. Nous sommes ravis de débuter cette série d'épisodes franco-allemands avec nos premiers invités représentant l'Institut français d'Allemagne. Tout d'abord, Philippe Gilbert, responsable du bureau de la coopération éducative et linguistique au service culturel de l'ambassade de France en Allemagne, que vous pourrez écouter tout de suite dans cette première partie. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons deux invités supplémentaires pour la partie 2 de cet épisode. Partie 2 déjà disponible sur votre plateforme d'écoute favorite. Au programme, rôle de l'Institut français d'Allemagne, coopération éducative et linguistique et état des lieux de l'apprentissage du français outre-Rhin. Bonne écoute! Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire connaissance avec notre invité grâce à notre petit rituel de début d'émission, le portrait chinois. Bonjour Philippe. Pour apprendre à connaître un peu plus nos invités, nous leur proposons un petit portrait chinois. Est-ce que vous souhaitez vous présenter et parler un petit peu de vous grâce à cet exercice classique des cours de français, notamment pour réviser le conditionnel? Bonjour Zoé, écoutez, je vais me prêter avec plaisir à l'exercice. Alors, je vous écoute. Le premier critère, disons, la première phrase, c'est « Si j'étais une ville, je serais ». Si j'étais une ville, je serais Nantes, c'est ma ville de naissance. C'est aussi la ville où j'ai commencé à apprendre l'allemand et où j'ai fait mes études de germanistique. D'accord. Et si vous étiez une région? Alors, je serais La Réunion, je crois. C'est une île, une région et un département français où j'ai passé 10 ans de ma vie, où j'ai rencontré mon épouse, où mes enfants sont nés, et puis où l'allemand aussi était enseigné de manière très, très dynamique. Et ça a beaucoup marqué mon parcours de vie. Et alors La Réunion, moi j'ai été assistante de français en Allemagne et j'étais étonnée du nombre d'assistantes de français en Allemagne qui venaient de La Réunion, qui venaient d'aussi loin. Alors je vous crois volontiers quand vous me dites que l'enseignement de l'allemand y est dynamique et ça me fait très plaisir. Et si vous étiez une spécialité culinaire? Alors, c'est pas vraiment une spécialité très cuisinée, mais quand même, je serais un plateau de fruits de mer avec une bonne mayonnaise maison, parce que je crois que là, depuis mes fonctions à Berlin, c'est ce qui me manque le plus. L'iode, les fruits de mer et une belle mayonnaise maison sans sucre, parce que parfois en Allemagne, tout est sucré. Oui, c'est vrai. Merci. Et est-ce que vous souhaitez parler un petit peu plus de vous avant qu'on commence l'interview et les questions, disons un peu plus classiques? Mon parcours professionnel, c'est un parcours dans l'éducation nationale, où j'ai pu commencer en étant professeur agrégé d'allemand, Mmh. avec des années passées en Normandie, beaucoup d'années passées à La Réunion, avec une petite parenthèse à l'université où j'étais assistant D'accord. temporaire d'enseignement et de recherche. Ensuite, j'ai été nommé à Strasbourg, où je suis devenu inspecteur pédagogique régional d'allemand. Et au bout de quelques années, le recteur m'a nommé responsable des relations internationales et de la coopération transfrontalière. Et D'accord. là, j'ai beaucoup aimé m'occuper des cursus bilingues en Alsace, premier degré, enfin, du second degré, pardon, des cursus à Vivac, Mmh. mais aussi des relations avec le Canada, avec la Tunisie, avec la Corée, où on a pu monter des sections Ah! internationales coréennes et portugaises. Ah, c'est vraiment des belles années où la mobilité internationale a vraiment pour moi pris une importance majeure. Je trouve ça assez impressionnant de voir que même en Corée, l'allemand et le français d'ailleurs, sont beaucoup appris. Justement, je trouve c'est intéressant de voir que dans le monde entier, finalement, il y a beaucoup d'échanges linguistiques, d'envie d'apprendre la langue de l'autre, surtout quand on a une langue peut-être moins diffusée comme le Mmh. coréen, malgré beaucoup de succès de certaines émissions
Oui, Et groupe de musique, ça a beaucoup marqué aussi. la, Quand la on a ouvert fameuse la section, K-pop. exactement, K-pop, Voilà. ouais. Quand on a ouvert la section coréenne à Strasbourg, les élèves étaient surtout intrigués par tout ce mouvement K-pop. Et puis ensuite, voilà, j'ai postulé pour devenir attaché de coopération éducative à Berlin, à Oui, l'ambassade et à l'Institut français d'Allemagne. Et puis, écoutez, j'ai été pris alors, voilà, bah pour un écoutez. contrat de 2 ans qui a été renouvelé pour 4 ans. Eh bien justement, on va en parler. Vous êtes attaché de coopération éducative et linguistique pour le service culturel de l'ambassade de France en Allemagne à Berlin. Quelles sont vos fonctions? Quel est votre rôle au sein de l'ambassade de France, au sein du service culturel? Et d'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous expliquer aussi, on parle du service culturel de l'ambassade de France, mais quel est le lien exact avec l'Institut français d'Allemagne? J'imagine que c'est pas identique dans chaque pays. C'est une très bonne question qui crée parfois des confusions ou de la complexité aussi pour nous au niveau du travail. Il y a quelques années, les services de coopération et d'action culturelle ont fusionné avec les instituts français. Et donc, le conseiller culturel de l'ambassadeur est devenu aussi directeur de l'Institut français. Alors, pour nous, c'est celui d'Allemagne. Si je résumais pour être un peu clair, je dirais que, de mon point de vue, le service culturel, c'est le versant politique de mon Mhm. action. Et là, je suis donc aussi conseiller pour l'éducation et la coopération linguistique du conseiller culturel. Et puis l'Institut français d'Allemagne, je dirais, c'est plutôt le volet opérationnel, la mise en place des projets, la mise en place des certifications du DELF, le contact Mhm. direct avec les enseignants de français allemand et les élèves qui apprennent le français D'accord. aussi. Oui, nous parlerons de tous ces projets avec notre autre invitée en deuxième partie de cet épisode, Sandrine Diesel et Charlotte Spielvoix. De manière générale, quel est le rôle et les missions de l'Institut français d'Allemagne pour la langue française? Et plus en détail, quel est le rôle toujours de l'Institut français dans le prisme des relations franco-allemandes, car c'est vraiment notre sujet, c'est vraiment le sujet de notre série. Alors, comme je vous l'ai dit, la partie SCAC, pour moi, est plutôt la partie politique. Alors, dans la relation franco-allemande, ce qui est très important, c'est de maintenir, d'entretenir, de faciliter le dialogue entre le ministère français de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et les ministères allemands de l'Éducation et des Länder, Mhm. mais aussi le ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche, et puis la Mhm. conférence des ministres de l'Éducation des Länder et le plénipotentiaire aux affaires culturelles. Donc vraiment un paysage allemand très, très complexe en raison du fédéralisme. Et donc Mhm. notre rôle à nous, c'est de bien expliquer au ministère français comment fonctionne l'Allemagne, et aussi d'être un point de contact, mais aussi parfois de traduction, de facilitation, de transmission de courriers ou de projets vers les partenaires allemands, et dans l'autre sens aussi, des partenaires allemands vers le ministère français. Donc on D'accord. rédige des courriers, on traduit des courriers, donc on entretient tout un flux de coopération, d'échange, de dialogue. Parfois, on est aussi là pour tenter de convaincre des partenaires allemands qui sont peut-être moins allants sur tel ou tel sujet. Et puis, du côté de la politique linguistique, on est là pour soutenir l'enseignement du français dans les écoles allemandes. Ça, c'est notre part à nous. Il y a un bureau, une Mhm. collègue qui s'occupe du réseau de l'enseignement français à l'étranger, de l'agence Et globale qu'on appelle AEFE. si je puis me permettre, il y a beaucoup d'écoles françaises en Allemagne? Alors là, c'est pas mon champ de spécialité, mais donc il y a bien sûr le lycée français de Berlin. Je crois qu'il y a 5 ou 6 lycées français en Allemagne quand même. Il D'accord. y a Hambourg, Düsseldorf, Munich, Francfort, Freiburg, le Francfort, lycée oui, Victor Hugo, je crois. oui, et Saarbrück, le lycée Mhm. franco-allemand, Saarbrück, celui de Freiburg. Autant de lycées aussi très différents, parfois aussi avec une complexité de double direction franco-allemande. Mhm. Mais comme je vous l'ai dit, moi je m'occupe plutôt de l'enseignement du français dans les écoles D'accord, oui. strictement allemandes. Vous avez un rôle, si je peux résumer, de conseiller aussi auprès des ministères allemands des différents Bundesländer? Alors moi, mon rôle, donc d'abord j'ai un rôle un petit peu de management, c'est-à-dire que je Mhm. dirige le bureau de la coopération éducative et linguistique avec Sandrine Diesel qui est mon adjointe, donc vous interviewerez aussi. Et puis on a tout un réseau de coopération territoriale, donc les attachés de coopération pour le français, qui sont nombre de 6 et qui nous aident beaucoup parce qu'ils sont nos relais territoriaux, puisque
dans un pays fédéral comme l'Allemagne, il faut vraiment avoir des relais sur le terrain qui sont en contact direct avec les ministères, avec les acteurs locaux, les acteurs de la mobilité, les acteurs de l'enseignement du français. Et donc, on est tout un réseau, un peu d'influence, si j'ose dire, en faveur de l'enseignement du français, et aussi pour convaincre peut-être nos collègues allemands parfois de faire évoluer certains schémas ou certains processus, mais toujours sur le mode de la réciprocité, parce que la France aussi essaie d'améliorer la place de l'enseignement de l'allemand en France. Bien sûr. Et vous qui avez une vision, disons, un peu plus d'en haut, est-ce qu'il y a des, je dirais, du point de vue régional, des Bundesländer qui posent problème, ou est-ce que vous avez plus de difficultés ou plus de facilité dans certaines régions à, entre guillemets, imposer le français? C'est une question un peu difficile. Il y a pas de Bundesländer où on a des difficultés, mais il y a beaucoup de diversité. C'est évident qu'entre un Bundesland à la frontière française, comme la Sarre, la Rhénanie-Palatinat, le Bade-Württemberg, on n'aura pas la même vision, la même nécessité, la même conception de l'enseignement du français que dans le Mecklembourg-Vorpommern, par exemple, donc Bien sûr. Mecklembourg-Poméranie occidentale, où là, la France est très lointaine, c'est un Bundesland plus tourné vers l'Europe centrale, vers la Pologne, Mhm. qui peut-être a moins la perception de l'intérêt qu'il y aurait à soutenir l'enseignement du français. Et pourtant, ils l'ont fait. Oui. On a réussi avec la ministre de l'époque de l'Éducation à sauver une section à Bibac, qui était un peu Ah, menacée par super. manque d'élèves. On a réussi à convaincre nos amis allemands de donner encore une petite chance à cette section pendant 3 ans et de la financer un peu plus, Mhm. ce qui a été fait. Ah, c'est super. Après, je suis toujours surpris par l'énergie extraordinaire de la Bavière, qui est Mhm. pas directement à la frontière française, mais qui est très francophile. Vraiment, vraiment extraordinaire. Et puis là, on avait aussi un petit défi, c'était vraiment de créer une dynamique en Basse-Saxe. C'est Mhm. un très grand land en termes de superficie, en termes de population. Bon, moins que la Rhénanie du Nord, Oui. Westphalie, mais quand même. Et on trouvait qu'il n'y avait pas une dynamique du français qui était à la hauteur. Et là, on commence à vraiment avoir noué des très bonnes relations avec nos partenaires des ministères. Il faut dire aussi qu'il y a eu des changements. Parfois, les personnes aussi ont une influence Mhm. importante sur Oui. la relation qu'on peut avoir avec les administrations allemandes ou les ministères. Et là, je Mhm. trouve vraiment qu'on a lancé quelque chose de très intéressant. Et puis, on a aussi un outil quand même extraordinaire, c'est cette innovation du DELF Oui. qu'on intègre dans les cursus scolaires. Et ça, c'est un moment de dialogue avec nos partenaires allemands qui est très, très fort, je crois, parce que d'abord, la France a fait la même chose il y a déjà 10 ans. Et là, l'Allemagne commence à avoir l'intérêt de faire du certificat de langue, de la certification de Mhm. langue, un élément quasi obligé du parcours scolaire. Ça, je trouve ça vraiment très bien. Alors on en parlera avec, Charlotte Spilvoy, notamment pour, le sud-ouest, de l'Allemagne, donc qui est frontalier, hein, les 3 landes frontaliers, avec la France, de ce fameux DELF intégré. C'est vrai que c'est un projet novateur et qui, j'espère, inspirera aussi nos voisins, italiens, espagnols. Comment se porte l'apprentissage du français en Allemagne aujourd'hui? Alors quand je vous écoute, ça a l'air plutôt positif là, ce que vous m'avez raconté. Mais, quand même, dans les chiffres, comment ça va? Que ce soit dans les établissements scolaires, là j'imagine que vous avez plus d'informations, mais aussi, si vous le savez, à l'échelle universitaire, voire dans la société civile? Alors moi, j'aurais plutôt des chiffres pour l'enseignement scolaire. Oui, bien sûr. Pour la société civile, si je peux commencer par ça, ce sera plus simple. Il y a une dynamique superbe, ce sont les associations franco-allemandes, les comités de jumelage qu'on rencontre aussi tous les ans à l'ambassade de Mmh. France. Là, il y a une belle dynamique, mais qui a été un petit peu endommagée, si j'ose dire, par la pandémie, toutes les restrictions qui ont été mises en place. Donc, beaucoup d'activités et de dynamique franco-allemande, société civile, qui a été en plus renforcée par la création du Fonds citoyen, grâce au traité d'Aix-la-Chapelle 2019. Ça, vraiment, ça a été très, très, très positif. Et le Fonds citoyen a vraiment, vraiment créé une dynamique de projets bien Mmh. financés, qui a bien fonctionné, je crois. Et ils sont presque même victimes de leur succès, j'ai l'impression. Un petit peu, oui. Euh, pour l'universitaire, je ne vais pas m'avancer parce que j'ai un collègue qui est spécialisé sur l'enseignement Mmh. supérieur. Donc là, peut-être, ça serait une occasion de l'interviewer à une autre occasion. Alors, pour l'enseignement scolaire du premier et du second degré, ce que je vous dis, moi, effectivement, c'est positif. On a quand même 1,3 million d'élèves allemands qui apprennent le Mmh. français. Ça, c'est très bien.
Le français reste la langue majoritaire en tant que LV2, donc Oui. deuxième langue vivante étrangère, après l'anglais, évidemment, qui fait l'unanimité comme une langue obligatoire pour tous les élèves, etc. Et bien sûr, on est d'accord avec ça. Donc, si on n'est pas inquiet sur le volume d'apprentissage, si j'ose dire, c'est plutôt la tendance qu'on observe depuis 10 ans à une érosion lente, mais tout de même régulière du nombre d'apprenants de français. Alors, il y a plein de raisons différentes que je peux évoquer un tout petit peu. D'abord, l'Allemagne a réformé son système scolaire et son accès aux examens de fin de cycle secondaire, donc le baccalauréat, l'Abitur en Allemagne. Et finalement, les Länder allemands ont décidé de ne plus rendre obligatoire la poursuite de la LV2 jusqu'au baccalauréat, si les élèves avaient au moins 4-5 ans d'apprentissage derrière eux. Donc, ça a créé quand même une érosion parce que les élèves, bien sûr, ont une démarche absolument rationnelle en se Oui. disant qu'ils ne vont pas prendre une épreuve supplémentaire qui peut-être leur fait courir le risque de perdre des points au baccalauréat. Et on sait qu'en Allemagne, la note au bac est très importante pour avoir accès à des études supérieures, avec Oui, tout à le fait. numerus clausus. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on observe. Donc nous, notre but, c'est bien d'entretenir une dynamique du français, une motivation pour le français. Et là, on est en train d'observer un petit peu les moments du cursus où les élèves peuvent décider d'arrêter. Et c'est un peu pour ça qu'on a cette année fait le choix de viser un petit peu le secondaire 1, comme on dit en Allemagne, donc on va dire le collège en France, avec des projets autour de la bande dessinée, peut-être plus adaptés, pour vraiment maintenir cette dynamique et puis inciter les élèves à poursuivre leur LV2. Alors, arrêter la LV2, pour moi, c'est pas un échec parce que c'est quand même toute une compétence développée pendant les années de Bien collège sûr. et parfois un peu avant. Mais c'est un petit peu dommage qu'on ne poursuive pas plus loin. Et c'est aussi pour ça qu'on propose la certification, c'est-à-dire que c'est aussi pour ceux qui vont arrêter, on va dire, en fin de seconde, en équivalent, en fin de 10e classe, eh ben, ils auront quand même leur diplôme de français qu'ils pourront porter avec eux dans leur dossier pour des futurs emplois, avec en plus une durée, comme vous savez, voilà, Illimité. à vie, illimitée, exactement. Ça, c'est un beau, je trouve que c'est une belle offre de service faite aux jeunes élèves. Et puis l'espagnol, bien sûr, est présenté comme une autre raison. Bon, je ne sais pas trop, l'espagnol monte un petit peu, c'est vrai, mais on n'en est qu'à, je crois, environ 500 000 élèves qui apprennent l'espagnol. Donc, vous voyez, il n'y a pas, pour l'instant, on n'est pas sur des volumes de concurrence très élevés, même si la tendance est assez constatée. Bon, il faut dire aussi, il faut le dire, mais ça, c'est comme en France pour l'allemand. Le français reste une langue avec une image de langue très culturelle, très élitiste. C'est La difficile grammaire aussi. difficile, voilà, oui. Donc là, on essaie de lutter un petit peu contre ça. Et on va essayer de jouer aussi avec les prochains Jeux olympiques et paralympiques de Paris pour s'orienter vers le sport, vers le mouvement, vers autre chose que peut-être simplement la littérature, en rééquilibrant un petit peu les images qu'on peut avoir de la langue française à l'école aujourd'hui en Allemagne. Et on a aussi l'impression que les professeurs allemands de français sont particulièrement sévères aussi et sanctionnent beaucoup les erreurs de grammaire et de vocabulaire. Peut-être ce qui confirme aussi aux élèves finalement que le français est une langue difficile. Donc là, on essaie aussi de travailler dessus en réalisant pour certains de nos projets des dossiers pédagogiques qui sont plus vers la communication, le développement de compétences et une évaluation plus positive de ce que savent faire les élèves. Et notamment aussi, je rebondis sur ce que vous dites, avec le DELF. Alors moi, je suis formatrice d'examinateurs correcteurs DELF et dans toute cette politique de DELF intégré, j'ai dû former des enseignants allemands et c'est très difficile de leur faire changer de regard. Ils voient toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et donc là, l'Institut français, bien sûr, et notamment avec ce DELF, s'engage aussi à un petit peu, comment dire, alléger le français grâce à cette notation qui tire vers le haut, cette notation positive et ce mot très important, la bienveillance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou c'est une Oui, oui. observation seulement empirique de ma part? Vous avez tout à fait raison. Pour nous, le DELF et l'intégration du DELF, c'est d'abord un outil de coopération éducative et de formation. En fait, pour nous, le DELF, avec tous les standards développés par les certificateurs mondiaux, France Éducation Internationale en est un, mais c'est pareil pour Cambridge, pour Cervantes, c'est-à-dire que ce sont des standards qui font réfléchir à qu'est-ce qu'évaluer et surtout qu'est-ce qu'évaluer dans les différentes activités langagières, donc les compétences de production orale, de réception de l'oral, de production écrite. Oui. Et comme vous dites, de faire changer un peu le regard des enseignants et de les faire réfléchir du coup, par comparaison à leur pratique en classe,
même si leurs supports à eux ne sont pas conçus comme des supports d'évaluation de certification, mais quand même. Bien sûr. Et c'est comme vous dites, ce qu'on veut faire, nous, par la formation des examinateurs correcteurs du DELF, c'est de faire germer une réflexion chez nos collègues allemands sur ce sujet-là. Alors ça, on en parlera en long, en large et en travers avec nos deux invitées suivantes. Je vais revenir à la concurrence, entre guillemets, de l'espagnol. Donc, vous n'êtes pas si alarmés que ça. J'aurais bien voulu un petit peu parler, notamment pour nos auditeurs non germanophones, ou du moins ceux qui ne sont pas au fait de ce qui se passe en Allemagne. La place du latin. Est-ce que le latin a constitué, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, une réelle concurrence pour le français, ou ça n'a jamais vraiment été le cas? Alors, juste un petit rappel pour nos auditeurs, le latin est proposé, entre guillemets, comme LV2. Je ne veux pas dire LV2 parce que ce n'est pas une langue vivante. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Oui, comme vous l'avez dit, en fait, l'Allemagne ne connaît pas la distinction comme en France, langue et culture de l'Antiquité et langue vivante, qui sont deux groupes séparés qui ne sont pas concurrentiels. En Allemagne, effectivement, comme vous l'avez dit, le latin est au choix, comme le français, l'espagnol et le polonais et les autres langues qui sont proposées dans les différents Länder. Donc le latin est en concurrence directe avec les langues vivantes proposées aussi au titre de la LV2. Et effectivement, Zoé, encore aujourd'hui, il y a plus d'élèves qui apprennent le latin que l'espagnol. D'accord. Ah oui, Même si ça le vient de latin tomber. est en train de baisser. Tout à l'heure, je vous ai dit 500 000 élèves pour l'espagnol. Je crois qu'il y en a 550 000 pour le latin. Donc, vous voyez, c'est des chiffres très proches. Le latin est en baisse un petit peu, l'espagnol est en progression lente mais régulière. Donc, je pense que dans 5 ans, les lignes se seront croisées. Il y aura plus d'hispanisants que de latinistes. Et il faut dire aussi que pendant une longue période, le latin était d'abord constitutif des classes un petit peu d'élite et les parents avaient un petit peu peur. Voilà, et voulaient le meilleur pour leur enfant, donc mettaient leur enfant dans une classe d'apprentissage du latin. Mais aussi, d'un point de vue du système scolaire et puis d'études supérieures, certaines universités exigeaient le latin pour entrer dans les cursus comme, on va dire, archéologie, Oui. médecine, parfois, et droit. Oui. Aujourd'hui, ces verrous, si j'ose dire, de formation ont été levés. Alors, soit ils sont passés pendant les études, donc ils ne sont plus requis à l'entrée à l'université, ou alors ils ont carrément été abandonnés. Et dans ce cas, il y a moins de pression sur les élèves pour avoir appris vraiment du latin à forte dose ou à moyenne dose au lycée et au collège. Que les Allemands appelaient le Kleines Latinum et le Grosses Latinum. Oui. Et oui, il était aussi nécessaire, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais même pour les enseignants de langue, pour tous les enseignants de langue, il fallait avoir un certain niveau de latinum. Je crois, pour enseigner le français et l'espagnol, il fallait aussi prouver, enfin certifier certaines connaissances en latin. Oui, surtout qu'en Allemagne, les études, enfin nous on fait de la germanistique, donc on apprend Oui, l'allemand et puis le moyen haut-allemand et le vieux haut-allemand, mais les Allemands apprennent la romanistique, c'est ça, c'est-à-dire toutes les langues romanes, donc c'est ça. dérivées du latin. Donc ils font du latin, ils font éventuellement de l'espagnol, de l'italien, du français. Souvent, voilà, ils font le package. J'ai une question un peu plus triviale et vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai souvent entendu dire, alors en tant qu'étudiante, quand je parlais avec des étudiants, non des étudiantes, qu'ils avaient choisi le latin et non le français parce qu'ils trouvaient le français trop féminin. Le français a cette réputation, en plus d'être difficile, d'être trop féminin, d'être réservé aux femmes, entre guillemets. Et effectivement, aussi dans la pratique, il y a énormément de professeurs et beaucoup moins de professeurs de français. Si vous aviez un message pour ces élèves, qu'est-ce que vous leur diriez? Personnellement, je ne sais pas très bien d'où vient cette image, parce que d'abord, pour vous dire, Zoé, on le constate effectivement. Et nos Oui. collègues allemands nous disent, mais nos classes sont constituées que de filles. Mmh. Et on ne sait pas d'où vient cette image qui est restée du français. Effectivement, alors une langue, peut-être une langue de l'élégance, une langue du luxe, je ne sais pas, tout ça sort, une langue de la littérature, de la poésie. Et au fond, les garçons vont plutôt s'orienter. Bon, après, c'est plus généralement aussi par rapport aux langues, hein. Oui, Mais oui, en comme le français est la général, oui. langue LV2 majoritaire, forcément, c'est elle qui va prendre symboliquement pour
toutes les autres langues. Et puis, on a toujours cette idée, un petit peu une imagerie un peu toute faite, et malheureusement qui se confirme, parce qu'au fond, les clichés sont auto-entretenus, Voilà. que les filles seront plus littéraires et iront vers les langues. Donc, le français étant les deux majoritaires, ça fait effectivement une masse importante pour le français. Et les garçons seront plus scientifiques et iront vers les Naturwissenschaften, sciences Oui. naturelles, physique, chimie. Bon, ça reste une tendance. Je ne sais pas s'il y a derrière tout ça une notion aussi de projection vers des professions qui seraient aussi très Oui. genrées finalement et un petit peu, j'allais dire, un peu obsolètes dans la conception. Mais personnellement, je vois pas bien d'où vient sinon cette image qui serait associée au français. Moi, D'accord, je oui, pense que c'est plutôt c'est associé aux matières littéraires et aux langues vivantes. Parce que le ah français en oui, en lui-même, général. oui, je pense. Une dernière question pour vous. Vous m'avez dit que vous étiez prof d'allemand à la base et je voulais savoir ce que vous pensiez de la situation de l'allemand en France qui est, je dirais pas catastrophique, mais disons qui ne se porte pas bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'on a les mêmes phénomènes qu'en Allemagne, c'est-à-dire c'est une langue qui a une image de langue difficile, qui n'est pas portée par un contexte socioculturel très anglophone, où on peut avoir accès en permanence à des chansons en anglais, à des films en anglais sous-titrés et Mmh. autres. Même si ça a quand même beaucoup évolué grâce aux plateformes actuellement. Et on constate le même phénomène un petit peu qu'en Allemagne, c'est-à-dire que le cursus s'assèche de lui-même. C'est-à-dire qu'il y a moins d'élèves apprennent l'allemand, donc moins d'étudiants apprennent l'allemand à l'université et donc moins de candidats au concours. Et ça, c'est Oui, vraiment un problème qu'on constate qui est récurrent. En Allemagne, c'est pareil. Je pense qu'il y a eu quand même une baisse. Alors, il faudra pas que mon collègue, spécialement pour l'enseignement supérieur, mais il y a oui. quand même une baisse d'étudiants en romanistique. Donc, c'est les mêmes phénomènes qui Mmh. inquiètent aussi beaucoup, d'ailleurs, les ministères des Länder sur le recrutement. D'accord, Mais ce aussi. que j'allais vous dire, Zoé, quand même, pour finir sur une note positive, malgré tout, c'est Oui. que les deux pays, avec le traité d'Aix-la-Chapelle, ont décidé de conjointement développer une stratégie de relance du français Mmh. en Allemagne et de l'allemand en France. Je crois que le fer de lance de tout ça, ça sera les mobilités franco-allemandes, l'OFAGE, parce que c'est vraiment, Mmh. si on regarde bien ce qui marque la relation franco-allemande et l'enseignement de l'allemand, c'est les échanges, c'est l'OFAGE, c'est les séjours L'UFA. dans une famille allemande, c'est les bons souvenirs qu'on en garde et parfois des amitiés pour la vie. Je pense que c'est un petit peu autour de ça que va se créer cette nouvelle dynamique autour Mmh. de l'enseignement. Je pense qu'on a quand même là une prise de conscience des gouvernements dans les deux pays. On a des groupes d'experts qui se réunissent aujourd'hui et qui vont livrer normalement leurs résultats et leurs stratégies au printemps 2022. Mmh. Et puis une mise en œuvre de ces nouvelles stratégies, de ces pistes à l'automne 2022. Donc là, moi, je suis optimiste que les deux pays, de toute façon, souhaitent qu'il y ait des échanges encore nombreux et nourris. Parce que moi, j'allais vous dire aussi pourquoi il faut apprendre l'allemand et le français aujourd'hui. Je m'en rends compte à mon poste. Il nous faudra des successeurs, il nous faudra des jeunes qui Oui. viendront sur nos postes pour entretenir, comme nous le faisons aujourd'hui avec Sandrine, avec Charlotte, la relation franco-allemande. Parce que quand on voit ce qui se passe en Europe aujourd'hui, c'est quand même une fragilité qui se dessine, plus une société civile qui se polarise beaucoup politiquement et mais aussi culturellement. Il faut des gens qui parlent bien la langue du voisin, parce que tant que la France et l'Allemagne seront en dialogue permanent, alors je ne dis Mmh. pas d'accord sur tout, mais en dialogue permanent et en moteur et en impulsion pour l'Europe, je pense qu'on a toute raison d'avoir de l'espoir pour que ça se maintienne le plus longtemps possible. Enfin, moi, je suis un Européen convaincu, hein. Moi, je vous dis ça à titre personnel. Oui. Et donc, il nous faut de la relation allemande. Il faut parler la langue du voisin. C'est pas en parlant anglais qu'on aura des relations plus approfondies avec nos voisins allemands, même si nos collègues allemands parlent très bien anglais, dans l'ensemble, de toute façon. Et Oui. puis les Français ont beaucoup fait de progrès. Mais vraiment, c'est important. Et petite anecdote, je vous dis juste, il y avait un policier à l'ambassade qui accompagne les Oui. ambassadeurs, puisqu'il y a tout un contexte de sécurité très important. Il me disait, mais je suis surpris parce que dans l'ambassade de France à Berlin, vous parlez tous très très bien allemand. C'était pas le cas dans d'autres ambassades que j'ai faites aussi. Alors Ah je oui. tairai le nom de ces ambassades. Oui. Et je lui ai répondu, bah écoutez, oui, parce que pour la France, la relation franco-allemande est tellement importante que les fiches de poste sont très strictes sur la maîtrise de l'allemand pour tous les employés de l'ambassade qui sont en contact avec des partenaires. Voilà, et ben ça l'a surpris, il a souri, et puis voilà. Voilà. On a conclu sur cette spécificité de la relation franco-allemande. Et puis, vous savez, on a des collègues allemands aussi qui sont très bons francophones, Oui. francophiles, qui adorent la Bretagne, qui adorent la Provence, qui adorent Paris. Et c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir de travailler dans ces conditions, de bonnes connaissances mutuelles et d'échanges interculturels.
Je ne vais pas poser davantage de questions parce que j'ai vraiment envie de finir sur une note aussi positive que celle-ci. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez retrouver dès à présent la partie 2 de cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée dans laquelle nous parlerons projets éducatifs proposés aux établissements scolaires en Allemagne, mais aussi francophonie, dispositifs DELF intégrés et Zoom sur la zone frontalière, Sarre, Bade-Württemberg et Rhénanie-Palatinat.